Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Claire Chastrus, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Carbon Loop. J'accueille également avec nous en visioconférence Julie Gozalves, qui est directrice marketing et communication de Climeworks. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Alors vous proposez, et on va les expliquer, deux solutions différentes de captation du carbone. Carbon Loop, pour commencer, comment vous faites? C'est quoi la technique? Alors la technique déjà, donc Carbon Loop, c'est une start-up qui a été lancée en 2021 et qui propose donc une solution de décarbonation pour les industries qui combine production sur site d'énergie renouvelable et séquestration du carbone, justement, via le biochar, donc qui est le coproduit de la production d'énergie. Alors concrètement, comment on séquestre le carbone? Le biochar, c'est un charbon végétal qui est le résultat de la pyrolyse de biomasse. Vous savez que le végétal, pendant sa croissance, il va absorber donc du carbone et qui va être relâché quand ce végétal va se décomposer. Le biochar, il permet justement donc de piéger ce carbone. Il ne repart pas à l'atmosphère. Et il a en plus, ce biochar, de nombreux usages, de nombreuses particularités. Il permet par exemple d'améliorer l'état des sols, il peut remédier les terres, il peut être aussi utilisé en filtration des eaux. Donc en plus d'être un puits de carbone, c'est aussi un produit en soi qui permet, dans de nombreux usages, d'améliorer les terres ou les sols et donc d'augmenter la fertilité. On reviendra aux usages du biochar. Julie Gozalves, avec Climeworks, vous captez le carbone directement dans l'air, c'est ça? Tout à fait. Donc, ce que Climeworks fait, c'est de capter le CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère, des émissions historiques ou des émissions qui seront à moyen terme inévitables, et ensuite les retire de façon permanente de l'atmosphère, en l'occurrence en le combinant par exemple avec de la minéralisation. Alors on va expliquer un peu, essayer de visualiser. Vous avez, je crois, une usine en Islande. Comment ça fonctionne? C'est quoi les capteurs, quoi? Donc les capteurs, pour simplifier, pour pouvoir visualiser, c'est à peu près comme des gros ventilateurs, un peu des gros modules de climatisation qui sont assemblés les uns aux autres et qui filtrent l'air. Donc l'air pénètre, comme vous voyez à l'écran, à l'intérieur de ce ventilateur. L'air en contact avec un filtre permet d'en collecter le CO2 qui ensuite est mélangé avec de l'eau et stocké à peu près 2 km sous terre. Et c'est là qu'il se minéralise et devient de la roche. Alors, si je me souviens bien, parce qu'on s'est déjà rencontrés dans une autre émission, il y a deux usages. Il y a la minéralisation, mais il y a aussi une production d'énergie. Vous vous êtes pas installé n'importe où en Islande, c'est ça? Oui, donc ce qui détermine pour nous l'installation, c'est à la fois en amont de pouvoir se fournir en énergie renouvelable, bien évidemment, et en aval de pouvoir le stocker. Puisque finalement, on peut se placer n'importe où, on travaille avec l'air ambiant comme matière première, et donc c'est vraiment ces deux paramètres qui vont déterminer où nous nous localisons. En l'occurrence, en Islande, nous sommes à proximité de la deuxième plus grande centrale géothermique du monde. Et il y avait déjà des recherches de fait sur le stockage et la minéralisation de carbone sur site, dû aux propriétés naturelles de l'Islande. Claire Chastrus, alors on voit bien que c'est deux principes très différents, mais un même objectif. Pourquoi c'est une solution d'avenir dans notre lutte globale pour préserver le climat? Est-ce que c'est reconnu d'une certaine façon? Alors oui, ce sont bien deux solutions très différentes, mais il faut aujourd'hui, vous le savez, développer le maximum de solutions pour retirer du carbone de l'atmosphère. Donc on ne va pas revenir sur les chiffres, mais on n'arrivera pas à... Il faut réduire d'abord massivement nos émissions, ça c'est la première... Oui, c'est bien que vous le disiez, voilà, on le répète. Ça peut être psychologiquement, on se dit, on a trouvé des systèmes pour capter le carbone, le on but, c'est pas de faire comme si il ne se passait rien, on est d'accord. Aujourd'hui, on le voit bien, vu les températures extérieures. Donc évidemment, la priorité pour tous, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, on est d'accord. Mais évidemment, il va falloir aussi développer donc, ces fameux puits de carbone, ces captures et stockages de carbone, parce qu'on ne va pas réussir à éliminer complètement nos émissions. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut développer des solutions. Pour ça, il y en a de nombreuses solutions, soit des solutions naturelles, comme par exemple la reforestation, soit des solutions technologiques, comme ce que fait par exemple Climeworks. Et puis, à la croisée des chemins, vous avez donc justement le biochar, qui est à la fois basé sur un procédé naturel qui est la biomasse, et utilisé également via une technologie, dans les technologies de pyrolyse, qui vont permettre donc de séquestrer ce carbone qui est dans la biomasse, le capter,
le séquestrer pendant des centaines d'années. Ouais. Et donc c'est un processus c'est un procédé qui est très stable. Le carbone ne repart pas à l'atmosphère et permet de pouvoir garder ce carbone le plus longtemps possible. Le biochar, il est lié aussi au marché des crédits carbone, c'est-à-dire que ça le rentabilise en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire ça? Exactement, et c'est pour ça qu'on commence à parler du biochar. Ouais. En fait, jusqu'à présent, le biochar était quasiment pas connu. Aujourd'hui, on commence à en parler. Ça fait vraiment 1 an ou 2 maximum qu'on en parle. Le biochar, déjà, son histoire, ça a été découvert par hasard dans les années 70, en étudiant en fait des terres noires qu'il y avait en Amazonie, ce qu'on appelle les terra pretra, et on constatait que ces terres, en fait, elles étaient plus fertiles que celles d'à côté. Donc, on a essayé de reproduire ce mécanisme-là via donc la pyrolyse de biomasse, et on s'est rendu compte, ce faisant, en voulant reproduire le mécanisme, qu'en plus, il y avait cette captation de CO2. Pendant des années, ce biochar est resté un peu de côté, utilisé uniquement comme un produit plutôt agronomique. Et finalement, avec l'émergence et l'explosion de ce qu'on appelle la compensation carbone, et donc des crédits carbone, ça permet de développer ce marché-là parce que vous avez un deuxième revenu. Vous avez le revenu du biochar en soi et les revenus des crédits carbone associés donc à la séquestration du CO2 du biochar. Vous nous l'avez dit, vous êtes une start-up, vous en êtes tout de votre développement. Il y a une usine en cours de construction, c'est ça? Exactement. Donc notre premier projet est en cours de développement. Il devrait sortir de terre mi-2023 dans les Yvelines. Donc pour alimenter une malterie, des serres. Et on va utiliser une partie du biochar justement dans les terres de cette propriété et fournir en énergie renouvelable la malterie. On a également un deuxième projet en cours de développement fin 2023 pour alimenter une station d'hydrogène, puisque donc on produit également de l'hydrogène, et le biochar sera utilisé sur le territoire pour amender les sols. Julie Gozalvez, je pose un peu la même question parce qu'on comprend bien que ces projets, ils se conçoivent dans un environnement, avec cette logique de circuit court, etc. Donc là, vous avez parlé de l'Islande, vous avez levé des centaines de millions d'euros ces derniers mois, donc ça veut dire que les marchés financiers misent sur vous. Il y a quoi comme autre projet, comme autre usine potentielle? Tout à fait. Donc effectivement, Climeworks a levé 650 millions de dollars début avril pour principalement la réalisation d'infrastructures et de capacités futures et le développement de technologies et d'autres endroits où la technologie pourrait s'installer. Donc un exemple, par exemple, c'est en Oman, où nous avons un pilote avec de l'énergie solaire en amont et de la péridotite, donc aussi de la minéralisation, mais avec une autre pierre, un autre type de réaction sur place pour capter et stocker le carbone de façon permanente. Des projets en Norvège et nous commençons aussi avec les politiques favorables aux États-Unis d'explorer des projets sur les sols américains qui peuvent combiner cette énergie renouvelable et le stockage sur site, toujours en circuit court, comme vous l'avez dit. Oui. Julie Gozalvez, le point de départ, c'est quoi? C'est d'identifier la source d'énergie renouvelable avant de s'installer? C'est vraiment la combinaison des deux. Le stockage dépend quand même plus du site naturel en lui-même. Par exemple, en Islande, c'est la réaction entre la roche basaltique et l'eau carbonée qui permet la minéralisation. Et donc, je dirais que c'est le stockage et ensuite l'énergie renouvelable qui est peut-être un petit peu plus flexible. Mais c'est vraiment l'ensemble des deux paramètres. Alors, juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui devient ce minerai que vous créez? Il reste sur place? Il n'a pas d'autre usage? Qu'est-ce qu'on en fait exactement? Juste pour bien comprendre. Il n'a pas d'autre usage. Il est stocké à l'état de pierre. Donc, si on se représente en fait la roche basaltique que la plupart d'entre nous connaissent, cette roche très poreuse avec comme des petits trous à l'intérieur, une fois que cette roche est remplie avec de l'eau, qui est surchargée en CO2, une réaction chimique s'opère entre les deux matières finalement, et en moins de 2 ans, cette eau devient de la roche, de la calcite. Tout cela existe à l'état naturel, c'est vraiment un procédé naturel qui est simplement accéléré par la technologie, puisque à travers des centaines et des milliers d'années, la pluie capte l'eau, ruisselle dans les sols jusqu'à des profondeurs et crée déjà de la calcite. Donc c'est vraiment simplement l'accélération de ce procédé naturel que nous mettons en œuvre pour du stockage permanent de CO2. Claire Chastrus, qu'est-ce qui devient, vous, votre carbone quand il a été stocké? Alors déjà, il ne bouge pas.
Oui. Donc ce n'est pas un produit biodégradable, le biochar. Ouais. C'est un produit extrêmement stable. Et donc ce biochar, on peut le mettre par exemple dans les terres, ça améliore l'état des terres. Ouais. On peut l'utiliser également pour la filtration des eaux. On peut l'utiliser pour remédier les terres polluées, les terres sales. Donc en fait, il y a vraiment une utilisation du biochar, mais le carbone ne bouge pas. Ouais. Donc ça, c'est le principe de base. Et sinon, ça ne serait pas de la séquestration carbone, évidemment. Ouais, évidemment. Et ce biochar, en fait, quand vous le regardez un peu au microscope, donc c'est des microcavités qui vont permettre justement de, en gros, recréer de la biodiversité dans les sols, mais également de retenir l'eau, de retenir les fertilisants. Donc ça permet, par exemple, en agriculture, d'utiliser moins d'eau et moins de fertilisants dans les sols. C'est quoi les perspectives de votre technologie? Voilà, il faut qu'on se place psychologiquement dans l'idée de stocker combien de carbone. C'est un marché gigantesque qui s'ouvre, c'est quoi? Alors je pense que c'est un marché gigantesque. C'est pas moi qui le dis, c'est par exemple le GIEC. Le GIEC a donc dans son rapport en 2019 a vu le biochar comme une des solutions de ce qu'on appelle une negative emission technology pour capter et stocker durablement du CO2 et estime que le potentiel du biochar dans le monde permettra aux horizons de 2050 de séquestrer entre 1 à 2 milliards de tonnes par an à cet horizon-là. Donc c'est vraiment un potentiel énorme. Et on rappelle que ça ne nous fait pas oublier l'objectif de réduire les émissions en premier lieu. Et de sobriété. Merci beaucoup. Merci, Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bismart, évidemment. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups Smart Ideas. On va parler mobilité, vélo électrique.